Nous avons choisi de nous intéresser à la luminescence de quelques complexes de lanthanides. Pour commencer, qu'est-ce qu'un lanthanide? Les lanthanides sont une famille de composés allant du lanthane au lutécium. Avec le scandium et l'yttrium, ils forment la famille des terres rares du fait de leur comportement chimique analogue. Historiquement, le nom de terre rare a été donné par les chimistes à cause de la difficulté qu'ils avaient à isoler ces éléments sous une autre forme qu'un oxyde, et l'épithète rare du fait qu'ils sont présents en faible concentration dans les minerais et peu abondants en Europe. Les propriétés des terres rares sont intimement liées à leur configuration électronique. La structure électronique des terres rares neutres est la suivante. Trois exceptions existent cependant pour lesquelles un électron de la sous-couche 4F est promu dans la sous-couche 5D. Ces exceptions existent car dans l'état d'oxydation le plus stable, les sous-couches externes F sont vides, à moitié remplies ou totalement remplies. En l'absence de perturbation, les orbitales atomiques 4F sont toutes dégénérées. Cependant, pour les atomes lourds comme les lanthanides, il existe une interaction appelée couplage spin-orbite qui lève la dégénérescence de ces niveaux d'énergie. Ainsi, si les orbitales 4F sont partiellement remplies, on pourrait a priori observer des transitions entre niveaux 4F. Cependant, ce type de transition est interdit d'après les règles de sélection spectroscopique. Elles seront donc très peu intenses. Pour contourner ce problème, on peut coordonner des ligands au métal et utiliser l'effet d'antenne. Les ligands vont se comporter comme une antenne en absorbant les photons avec un très bon rendement. Via une conversion intersystème, on passe d'un niveau singulet à un niveau triplet pour le ligand. Le ligand transfère ensuite son énergie au métal, qui se désexcite radiativement. Comme les termes spectroscopiques du métal impliqués dans les transitions radiatives ne sont ni des singulets ni des triplets, on ne peut pas parler de fluorescence ni de phosphorescence, on parle alors de luminescence. Les terres rares ne sont pas si rares que ça dans le monde. En effet, elles représentent 0,08% des éléments sur Terre. Ainsi, le cérium est plus présent que le cuivre, et le néodyme et le lanthane sont plus présents que le cobalt. Cependant, ils sont présents en faible concentration parmi d'autres éléments, et leur extraction est donc plus compliquée que celle d'éléments natifs. Ce tableau représente la production minière et les réserves en terres rares de différents pays. La Chine est le plus gros producteur mondial, et elle présente également les réserves les plus importantes. Les terres rares sont très utilisées dans les pots catalytiques. Ceux-ci oxydent les alcanes résiduels et le monoxyde de carbone en CO2 moins toxique, tandis qu'ils réduisent les oxydes d'azote. Le cérium permet d'aider à assurer ce double rôle en régulant la quantité d'oxygène en surface. Par ailleurs, les oxydes de lanthane augmentent la stabilité thermique de l'alumine. Le cérium est également utilisé en tant que catalyseur, en synthèse organique, dans la réduction de Luche. Les applications qui nous intéressent ici sont les propriétés luminescentes des terres rares. Elles sont utilisées dans les écrans LCD, où des ions europium-3 dans différentes matrices donnent le bleu et le rouge, tandis que le vert est donné par des ions terbium-3 dans du borate d'yttrium et du borate de gadolinium. Au cours de ce TP, les 4 complexes suivants ont été synthétisés à partir d'un protocole unique. On a fait varier le ligand antenne et le centre métallique. Les ligands bipyridines servent à empêcher des ligands aqueux de se coordonner au métal par gène stérique. En effet, les ligands aqueux permettent à l'étaxité du métal de se désexciter non radiativement, ce qui n'est pas voulu ici. Par ailleurs, la bipyridine ne fait pas d'effet d'antenne compétitif, car elle absorbe à une longueur d'onde beaucoup plus basse que les ligands utilisés. On prépare les complexes de la manière suivante. Une solution A contenant le ligand en milieu basique est préparée. L'ajout de soude permet la formation d'un énolate qui sera une meilleure base de Lewis et donc un meilleur ligand. Une solution B contenant la bipyridine est préparée. On l'agite jusqu'à dissolution de la bipyridine. On ajoute ensuite la solution B dans A et on agite 30 minutes. Parallèlement, une solution C contenant le métal est préparée et agitée 30 minutes jusqu'à dissolution du sel métallique. On ajoute ensuite goutte à goutte la solution dans le mélange A plus B. On observe la formation d'un précipité blanc insoluble. En effet, le complexe est de charge nulle. Il n'est donc pas soluble dans le mélange eau-éthanol, qui lui est polaire. On agite ensuite 5 minutes le mélange contenant le complexe. On filtre la solution obtenue sur le Büchner, on la lave ensuite 3 fois avec 10 ml d'eau froide, et on transfère le solide obtenu dans un verre de montre que l'on laisse sécher à l'air libre. Le solide obtenu est luminescent en lumière UV. Nous allons maintenant essayer d'établir les diagrammes de Jablonski-Perrin, caractéristiques de l'effet d'antenne, pour les 4 complexes synthétisés. L'énergie S0-S1
en bleu sur le diagramme, correspond à la transition électronique la plus probable pour le spectre d'absorption du complexe. L'énergie du niveau T1 pourrait se trouver à l'aide de la longueur d'onde du maximum de phosphorescence du spectre d'émission du ligand seul. On pourrait ainsi en déduire l'énergie S1T1 en vert sur le diagramme. Malheureusement, le spectre nécessaire n'a pas pu être réalisé. L'énergie du niveau électronique excité du métal correspond à la transition de plus haute énergie dans le spectre d'émission du complexe. On peut en déduire le transfert d'énergie T1 5D0 pour l'europium, qui est en violet sur le diagramme. Les différentes transitions électroniques de luminescence du métal, représentées en orange sur le diagramme, se déduisent directement du spectre d'émission du complexe. À l'aide des spectres expérimentaux, on crée le diagramme de Jablonski-Perrin des complexes d'europium à l'échelle. Les énergies sont en cm-1 et le 0 est pris pour les états fondamentaux du ligand dans le complexe et du métal. On observe que la partie correspondant aux états électroniques du métal est la même dans les deux spectres, ce qui est normal. Par ailleurs, l'écart S0-S1 est plus faible pour le ligand TTA que pour le ligand TDH. En effet, l'effet bateau-chrome est plus important dans TTA à cause de l'hétérocycle soufré qui rallonge le système pi. Voici le diagramme de Jablonski-Perrin des complexes de terbium synthétisés. On remarque que l'écart en énergie S0 et S1 varie très peu entre les deux ligands, moins de 10-2 cm-1. En effet, il n'y a pas de variation significative du système pi entre TMH et TDH. On remarque également que l'état électronique excité du terbium est significativement plus haut en énergie que celui de l'europium. Par ailleurs, les différents états accessibles par luminescence sont beaucoup plus écartés les uns des autres dans le terbium que dans l'europium. On pourrait supposer que c'est dû à un effet spin-orbite plus important dans le terbium qui entraîne une plus haute levée de dégénérescence, le terbium étant plus lourd.